les dossiers que nous avons lus, nous tous, ça fait l'actualité. Le peuple congolais cherche à savoir ou à connaître vraiment la vérité. Il y aurait des ministres en fonction, des ministres honoraires, il y a des mandataires en fonction, des mandataires honoraires. On a cité des banques, on a cité des grandes sociétés qui d'ailleurs approvisionnent les Congolais pour tout ce qui est de denrées alimentaires, les biens de première nécessité. Alors, un montant comme 437 millions volatilisé comme ça, représentant 10% du budget national. Parmi ces ministres honoraires et en fonction, parmi ces mandataires, on retrouve des cadres de la majorité présidentielle. Ils sont de votre famille politique. C'est là où je commence avec vous. La sortie ou la publication de ces dossiers, d'ailleurs, qui a fuité, ce n'est pas officiel, ça a fuité juste quelques feuilles sur les 50 dossiers entendus. Comment vous, du côté de l'AMP, vous avez accueilli cela? La corruption et ses corollaires, vous avez cité la fuite de capitaux, crimes économiques, détournement de deniers publics, financement du terrorisme. Voilà. Nous sommes dans le pire cas de corruption et ses corollaires. Et cela, les membres où les adeptes de la corruption se recrutent sous tous les cieux. On trouve des églises, des personnalités politiques, tout comme des personnalités physiques ou morales. Là n'est pas le cas. Il n'y a pas d'antériorité ou de postériorité par rapport à l'opportunité d'engager une lutte contre la corruption. Parce que la corruption, c'est ce qui avilit. La corruption, c'est ce qui dépersonnalise. La corruption, c'est ce qui masturbe l'intellect. La corruption, c'est ce qui enlève dans la personnalité et laisse la personne humaine vide, comme cette tombe qu'on dépose devant le cimetière, où on voit orner au-dessus, mais en dessous, il y a seulement des ossements pourris. La corruption, c'est quelque chose que nous devons tous, que tout esprit censé doit combattre la corruption. Vous me dites que les membres se recrutent de partout. Je vous dis oui, les membres se recrutent de partout et c'est l'occasion. C'est aussi maintenant la raison pour laquelle tout esprit censé doit combattre la corruption. Et vous avez dit, il sort de son silence parce que le peuple congolais a toujours été habitué à de manifestations juste pour faire sensation. Nous allons travailler dans le silence. Jusque-là, nous pouvons toujours parler de présomption et c'est la raison pour laquelle la démarche est à applaudir, parce que le dossier est confié, ou les dossiers sont confiés à qui? À la justice de la République démocratique du Congo, pour que la justice approfondisse effectivement les présomptions de nous allons pouvoir qui sont coupables pour qu'ils soient sanctionnés. Pour ceux-là qui ont toujours dit on ne sanctionne pas, il fallait éviter effectivement l'arbitraire, parce que nous avons connu des pseudo-Moïse dans ce pays, mais aujourd'hui si vous fréquentez les milieux où ils étaient nés, où ils ont grandi, ils ont fait les affaires, on a comme l'impression que les vrais Moïse sont en train de naître maintenant, avec le gouverneur de Kolwezi de Lualaba, avec Lubumbashi aujourd'hui, apprend maintenant à tracer ses caniveaux. Je croyais que Lubumbashi était au ciel. Or, il y avait des pseudo-Moïse qui n'apprenaient qu'à extravertir les richesses et les potentialités de la République démocratique du Congo. Ici, les vrais Moïse naissent à l'instar de la DGM qui est en train de transformer cette technostructure dont on a connu que seulement dans le sens de la sécurité. Ils sont en train d'ajouter avec Beyaka Songa la dimension de révolution de la modernité en entourant la République démocratique du Congo des infrastructures sur fonds propres. Il faut aujourd'hui que la justice se mette au service et comme tout républicain, il faut laisser la justice maintenant nous dire si les présomptions de Luzolo sont à mettre dans la contribution des efforts salutaires pour le pays. Albert Dieka, on reste dans le débat. Avant que je donne la parole à d'autres, je reviens à vous, je vous repose la question autrement. Ça ne vous dérange pas, vous, la majorité présidentielle, qui est des mandataires PPRD et autres? La liste sera rendue publique dans les jours à venir. Ça ne vous dérange pas au sein de la famille politique qui est ces grands détourneurs de deniers publics et surtout ces dossiers très sensibles que la presse évite de dire l'impunité. Ils ne sont pas punis. Ils volent, ils détournent, juste on remanie quelqu'un et il s'assoit chez lui à l'aise. La lutte contre la corruption est comme l'appel aux élections. Les élections, tout comme la lutte contre la corruption, ne viennent pas pour le confort de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition.
C'est ici le moment où nous allons nous regarder face à face pour voir ceux qui ont traversé un peu la rivière pour se trouver de l'autre côté, ainsi proclamer qu'ils sont au ciel et que ceux qui sont restés du côté de la majorité sont en enfer. Ce maintenant, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui crient pour dire, écoutez, c'est un chasse à l'homme, c'est parce que je suis opposant, c'est ainsi qu'on est en train de me matraquer ou on est en train de me... Non, que vous soyez dans la majorité, que vous soyez dans l'opposition, que vous soyez pasteur d'une église. Cette fois-ci, si la justice se met sous votre truc, eh bien, nous applaudissons cela, ça ne me gêne pas, au contraire. Moi, j'aimerais que les caciques de la majorité présidentielle soient aussi cités pour qu'on leur donne l'occasion de se justifier devant la justice et puis peut-être on voit demain, après-demain, si vous seront lavés. Pourquoi devrions-nous avoir peur de cela? On revient à vous. Corruption, fraude, Luzolo Bambi sort du silence. Yves Mwikassa, vous êtes un acteur politique indépendant. C'est quelle lecture que vous faites? Cette fois-ci, est-ce que Luzolo va aller jusqu'au bout? Parce que ce n'est pas une première. Il y avait les dossiers de quelques gouverneurs qui étaient cités. Deux ne sont plus en fonction. Il y a eu même une arrestation ici où un mandataire serait sorti de sa fenêtre derrière son bureau. Il aurait pris fuite. Il y a un autre mandataire où des balles ont crépité en pleine capitale, ici à Kinshasa. Est-ce que cette fois-ci, cette démarche, vous avez une lecture que ça va aller jusqu'au bout? L'énumération que vous venez de faire est révélateur du dysfonctionnement de notre système. À entendre mon frère Albert et sa manie à jeter des fleurs à sa famille politique, si cela devait être pris pour parole d'évangile, je pense que le Congo serait un paradis. Parce qu'à les écouter, tout va bien, ce qu'ils font est excellent. Malheureusement, ce réveil est tardif. On se serait réveillé depuis quelques années pour lutter effectivement contre la corruption. Le Congo aurait déjà fait un bond en avant. Puisque la corruption demeure le mal le plus destructeur de ce pays. La corruption. Je suis un peu dubitatif. Je ne suis pas comme tous ceux qui jubilent d'enthousiasme en se disant que ce que vient de faire Luzolo Bambi va aller droit dans un but. Je suis un peu dubitatif parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu le rapport Mayobo qui a établi comment l'argent de la fibre optique a été détourné par des gens ici. Il y a eu des surfacturations inouïes où 1 kilomètre de fibre qui coûte 20 000 a été facturé à 52 000 pour la fibre de mauvaise qualité. La station a été facturée à 15 fois sa valeur, mais personne n'a fait de la prison pour ça. Chez nous, on est habitué à voir en prison des petits jeunes gens qui, au coin d'une rue, manifestent pour réclamer les élections. Ceux-là, ils sont ramassés par la police, passés en procédure de flagrance éventuellement, et se retrouvent à Makala. Mais les criminels à col blanc, ceux-là sont intouchables. Et cette fois-ci, le veut peut-être changer les jeux. Oui, il le veut. Il a toujours fait montre de cette volonté depuis quelques années. Mais malheureusement, il est dans un système verrouillé qui a toujours étouffé les initiatives de Luzolo Bambi. Ce n'est pas aujourd'hui que Luzolo vient d'être nommé. Il a été nommé il y a quelques années. Il a fait plusieurs rapports qui ont fait beaucoup de boucans dans la ville. Vous venez de faire une énumération de certains cas mythiques. Mais quel en est le résultat? Est-ce que nous sommes en face d'un nouveau pétard mouillé? Il y aura beaucoup de bruit, mais en réalité, rien ne sera fait. Parce qu'en fait, ceux-là qui détournent l'argent de l'État, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Cet argent finance illégalement les activités politiques des uns et des autres. Donc, certainement, parmi ces PDG qui sont épinglés, ces mandataires, il y en a qui ont des protecteurs, des gens avec qui ils ont partagé le pactole, et ils savent que s'ils tombent, ceux-là seront éclaboussés. Donc, j'ai des raisons. Je suis très dubitatif et je pense que l'avenir va me donner raison. Tout le boucan qu'il y a aujourd'hui, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je pense que l'eau va se calmer, l'eau aura passé sous le pont, on n'entendra plus parler de cela comme on n'entend plus parler du rapport Mayobo, comme on n'entend plus parler du rapport sur le FPI, on n'entend plus parler de cela, c'est devenu de l'histoire. Donc, il est temps que la famille politique à laquelle appartient mon frère Albert connaisse un sursaut patriotique et que pour une fois, qu'ils mettent la patrie avant le parti, qu'ils mettent les intérêts collectifs avant les intérêts partisans.
Parce qu'on a l'impression que la RDC est gérée uniquement pour satisfaire les intérêts d'une famille politique et non pas les intérêts de toute la nation congolaise. De la population. Corruption et fraude, détournement des deniers publics. Laurent Onyemba, vous avez la parole, vous avez une autre lecture entre optimisme et pessimisme. Mais cette fois-ci, Luzolo Bambi sort du silence et semble vraiment aller jusqu'au bout. Votre lecture. Je vous remercie énormément, Mathieu. Tu sais, j'ai toujours profité de ce micro pour saluer le travail que vous faites. On ne le dira jamais assez. Vous avez décomplexé les Congolais lambda de toutes les télévisions que nous avons vues en Afrique et dans le monde. Eh bien, c'est l'occasion pour toujours saluer le travail que vous faites. Je suis heureux aujourd'hui qu'on évoque la question de la justice parce que Azara Soubirwa l'a dit un jour, la justice élève une nation. Dans un pays où il n'y a pas de justice, eh bien, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'équité. Mais aujourd'hui, ce qui me rend beaucoup plus perplexe, c'est de voir que des gens qui sont censés construire cet édifice de justice commencent aujourd'hui à présenter la justice comme l'épée de Damoclès. Un peu comme on dit, quelqu'un l'a écrit, dans l'œil du cyclone, on manque à dire, on manque à naviguer. Luzolo, d'abord, dans un cadre purement technique, est un personnel privé. Luzolo est le conseiller spécial du chef de l'État. OK? Et dans l'ordonnancement du droit administratif, Luzolo fait des rapports au chef de l'État au travers des décrets de cabinet. C'est comme ça que vous trouvez l'entête de la lettre qu'il écrit pour être en fait intitulée la présidence de la République. Et je me pose la question avant d'analyser le fond, c'est qu'en fait, le chef de l'État qui est le garant de la nation, qui est le magistrat suprême, qui est en fait, qui loge en soi toutes les qualités les plus élevées de la République, a un conseiller qui fait un tel rapport. Alors que nous devons toujours reprocher au chef de l'État l'impunité. Lisez dans ce rapport, citez-moi 3 membres ou 2 membres de l'opposition qui sont dans ce rapport. Ce sont des gens qui sont de la majorité, qui ont des portefeuilles qui sont en responsabilité de la majorité. Alors attention, il ne faut pas mettre la poudre aux yeux. J'ai entendu ici citer le cas de la DGM. Mais papa, quel bilan vous faites de la DGM? C'est pas le... On rentre dans le sujet. Mathieu, je réponds. On ne réagit pas mot à mot. Non, gardons s'il te plaît, je suis dans ma fourchette de temps. Mais on programmera ça à notre niveau de la deuxième qui a fait 10 ans. Je suis suffisamment documenté. Je reviendrai à la prochaine émission avec les éléments contre la DGM. Ça, d'accord. Et je vous dis que le jour où je mets ces éléments à la part publique, BEA ne va plus exister comme DG de la DGM. Et donc, c'est un mauvais exemple qu'il faut énumérer sur la place publique. Ça, d'accord. J'ai entendu ici la question de la justice telle que vantée en disant non, au Katanga, il y a des Moïse qui naissent. Les Moïse qui naissent au Katanga, Albert Dieka. Oui. Nous sommes objectifs. Oui. C'est le même Katanga où Kazembe gagne un arrêt contre la province, est réhabilité et les autorités de Kinshasa disent tu ne rentres pas au même moment que moi. Dossier Luzolo Bambi. Je reviens, Mathieu. 10% du budget national volatilisé Mathieu, comme ça. C'est dans ma fourchette de temps, je rencontre les moyens qui ont été avancés ici. On y va. On nous a présenté ici les petits Moïse qui sont nés. Albert Dieka, je vous mets au défi. Quand Moïse Katumbi, par exemple, parce que vous voulez en parler, prend la province de Katanga en arène, il trouve le budget de l'État à combien? À 300 000 dollars. Quand il quitte, il laisse combien? À plus d'$1 milliard. On a divisé la province, faisons le bilan, présentez-moi quelqu'un qui a pu trouver un budget comme celui-là. Il ne faut pas faire le débat des individus en parlant de Moïse ou dire on fait le caniveau. Sinon, c'est une justice de la honte. Mathieu, j'ai entendu parler ici d'un autre dossier sur la présomption d'innocence. Je pense qu'Albert Dieka devait aller jusqu'au bout de cette théorie-là. Ce que Luzolo présente, c'est en fait des charges. Luzolo n'est ni procureur, il n'est qu'un personnel privé des chefs de l'État. Il a un mandat spécial, la dernière ordonnance du chef de l'État. Au Cameroun, il y a eu un mandat spécial, mais celui qui était au Cameroun était un procureur général. Luzolo amène les éléments. Ce n'est pas pour rien qu'il en amène chez le procureur. Nous sommes dans la procédure pénale. Maître Talo Semanonga, comme Luzolo même qui est dans le trace de Bayona, savent que la preuve est libre. Et c'est le ministère public qui diligente l'enquête, pas que c'est l'organe poursuivant. Ces procédures peuvent aboutir sur un non-lieu. C'est dans le cas d'école. On a cité le cas du FPI. On a documenté un rapport parlementaire. Dans le rapport, on s'attaque aux mandataires, mais on oublie les gens qui ont pris l'argent. Qui ne sait pas qu'il y a des autorités dans ce pays qui ont fait prendre de l'argent au FPI par le nom de leur père, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Arrêtez de blaguer.
Qu'on arrête de blaguer, c'est un éléphant blanc qu'on présente comme si Luzolo a amené un dossier qui vient du ciel. J'admire le travail qu'il fait. J'admire les sacerdotes de la justice. Mais pour quelle finalité? On a eu des rapports dans ce pays. Les rapports Lutundula, pas que vous voulez qu'on en parle, Christophe. Les rapports Bakandeja, pas que vous voulez qu'on en parle. Non, Luzolo amène des dossiers, mais qui sont sous ces dossiers-là? Comment on est nommé mandataire dans notre pays? Vous avez vu dans une ville, les mandataires se battent, s'insulter en ville. Alors je freine. Tu m'as toujours interdit d'en parler. En plein boulevard. En plein boulevard. On a arrêté Mirindi qui a dit non, mais on ne paye pas l'impôt, mais on est en train de le collecter. Nous sommes dans un système où on est en train de capitaliser les recettes. Où en est-on? Aujourd'hui que ces dirigeants sont mis de côté, est-ce qu'on peut nous dire la suite? Pas que vous voulez qu'on parle de la justice. J'ai amené par devant moi le rapport du gouverneur Alex Sekande par rapport à la province de Kasaï sur le dossier de Kamenantapou. On nous a brandi ici la tête de Bochab, qui était en réalité juridiquement une fausse piste. Mais quand on a brandi l'hypothèse de Kelman Kankou, et dans Alex Sekande lui-même comme des gens qui doivent être interrogés pour les problèmes de la justice, les PCR a fait juste un communiqué, et pour la suite, on n'en sait rien. Ailleurs, quand on est procureur général de la République, vous avez par devant vous des dossiers aussi importants. Chaque semaine, vous devez rendre compte. La démocratie, c'est aussi cela. On sent ce pessimisme pour vous. Luzolo, c'est juste une frappe ou une action de grande envergure. Il se rachèterait sur quoi? Il n'y a aucun pays au monde où la justice sous surveillance n'a évolué. Si tu regardes sous la marmite de tous ces dossiers-là, il y a des faucons de la majorité qui gèrent les mandataires, qui prennent les 10%, qui font la rétrocession. Ça ne va pas aboutir. Mais le jour où on prend un Onyemba qui n'a pas de référence, qui n'a pas de père, on va l'arrêter. Donc, il ne faut pas miroiter un miracle de Luzolo. J'admire la bonne foi, mais il n'y a pas d'avenir. J'ai énuméré le cas de l'AC. Poser la question, toutes les entreprises congolaises, elles sont en faillite. Du moins de la plupart. Mais la faillite vient d'où? De la concussion et de la corruption. Qui paye l'impôt? N'avez-vous pas entendu le phénomène de catch qu'on amène dans ce pays? Allez vérifier à la DGDA et à la DGRAD qui paye les impôts pour ces quêtes qui sont déjà remplis à Kinshasa. Ça ne vient pas des subventions. Quand vous allez au pays aujourd'hui, on invente le pays. Mais vérifiez les dossiers la majorité des dossiers de ceux qui sont subventionnés. Les subventions sont faites pour une certaine catégorie de personnes. Est-ce que maintenant tu peux dire que dans ton village il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage, on va te subventionner? Non. D'accord pour le timing. D'accord pour le timing. Conclusion. D'accord. On ne conclut pas encore. Non, ma conclusion par rapport à la question que vous m'avez posée. D'accord. J'admire la bonne foi de Luzolo, mais je pense qu'aujourd'hui les Congolais sont conscients que la justice dans notre pays pose des problèmes. Vous avez vu, on a condamné Katumbi ici, mais la commission composée de hauts magistrats et des évêques a démontré que Katumbi devait revenir un homme libre. Bon, les évêques, vous connaissez comment Franck Edemba a été condamné? Vous connaissez comment Onosumba a été condamné? Il fallait attendre des années pour qu'on vienne restituer le temps, pour qu'on dise que c'était un viol monté. On va revenir à cette justice. C'est une justice à double vitesse. En tout cas, Mouchaga Loussa de la société civile, vous avez vos 4 minutes en première partie. Et puis, on va faire ces débats vraiment intellectuels, très concis, très brefs. Question qu'on puisse éclairer le milieu des gens en train de nous suivre. Corruption, fraude, détournement du denier public. Entre pessimisme et optimisme. De Luzolo qui veut vraiment peut-être en finir cette fois-ci. Il faut dire que nous, au niveau de la société civile, si on doit parler, que c'est quand même révoltant que les gens qui sont censés prévenir toutes ces hémorragies, les gens qui sont censés guérir ces virus qui sont en train de déranger la société, mais aussi quand on regarde pour le moment la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser, caractérisée par l'appui qu'on doit donner pour qu'on puisse aller aux élections, caractérisé par le fait qu'il y a eu des dépréciations du franc congolais avec le taux d'échange qui monte tous les jours, avec la misère que nous avons, avec même les retards de salaire qu'on n'arrive pas même à payer aux fonctionnaires, qui est déjà un salaire misérable, avec tout ce que nous avons comme situation sociale pourrie, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas réaliser qu'il y ait plus d'1 milliard de dollars qui se volatilisent dans des poches des gens et que ces gens sont bien connus et qu'il n'y ait pas une action qui va être faite quand bien même on n'a pas encore commencé des enquêtes. Ça vraiment, je ne sais pas les mots me manquent que je dois utiliser pour qualifier cet état des choses.
Cela étant dit, nous pensons que les responsabilités doivent être, pour cette fois-ci, mises à l'œuvre, doivent être vraiment présentées à la face du monde, et le peuple congolais doit trouver un ouf de soulagement en voyant, en observant, en vivant comment est-ce que ces gens vont être traités au regard des forfaits qu'ils ont commis et qui vont être prouvés par la justice. Et quant à ceux-là qui disent c'est un régime d'impunité? Non, nous pensons qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Si on peut le faire pour le moment, qu'on puisse y aller tout droit et que tous les services, toutes les institutions qui sont impliquées dans cela, en commençant même par la majorité présidentielle comme parti, comme composante politique, nous aimerions que même en attendant que la justice puisse faire un travail qui doit se faire, en attendant que la justice puisse confirmer cela, qu'au niveau de la majorité puisse prendre une décision, puisque ce sont des cadres de la majorité bien connus. Si dès lors qu'il y a déjà ces suspicions, en premier lieu, ces gens devraient se sentir un peu gênés pour démissionner. Ces gens devraient se sentir gênés et même pour dire non, pour permettre à la justice de fonctionner, pour permettre à ce que l'enquête puisse se dérouler facilement, pour permettre à ce que nous puissions être, comment il faut dire, impliqués ou inculpés par rapport à cela. Nous-mêmes, nous allons démissionner des fonctions que nous sommes en train d'assumer. Ça devrait être un premier élément, ça devrait être la première responsabilité des gens qui sont impliqués. La deuxième responsabilité, la majorité en tant que structure, en tant que composante, le secrétaire général de la majorité devrait déjà initier des actions pour prouver à la face du monde effectivement que la majorité n'est pas complice, comme venait de le dire mon collègue. Avec ses mandataires. Avec ses mandataires. En fonction. En fonction encore. Donc, la majorité devrait, dans un premier temps, pour dire non, eh bien, chers camarades, on les appelle dans des réunions pour dire ceci ou cela. Mais on ne peut pas continuer à voir pour des cas simples, pour que la majorité se décide, mais pour des grosses pointures comme ces gens-là qui sont impliqués dans cette magouille, dans ces virus que nous sommes en train de dénoncer, on puisse les laisser continuer. Il est vrai et certes, je suis un peu aussi pessimiste pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont comme amitié, tout ce qu'ils sont en train de faire comme club dans tout ça, tout ce qu'ils ont comme moyen, tout ce qu'ils ont déjà pris, ils risquent d'entraver, ces enquêtes risquent de ne pas aboutir. Il y a eu un dossier ici de 4 gouverneurs. Voilà. On évite de citer des noms. Où est-ce que nous en sommes? Voilà, où est-ce que nous en sommes. Donc, nous pensons que cette fois-ci, ça doit interpeller les gens et il faut qu'on commence par les personnes citées elles-mêmes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je suis en train de me poser la question, pourquoi on doit soulever, est-ce que ce n'est pas un dossier politique? Est-ce que ce n'est pas parce que pour le moment, il y a cette méfiance vis-à-vis de la majorité? Est-ce que ce n'est pas pour le moment qu'il commence à... La majorité veut se racheter. Voilà, la majorité veut se racheter. Si tel est le cas, bon, je ne sais pas, peut-être mon ami Dieka va répondre plus tard. Pour pouvoir anticiper, bon, je ne sais pas, si tel est le cas, bravo. Nous pensons que s'ils anticipent et que ça donne le résultat qui va satisfaire la population, tant mieux. Mais au-delà de cela, 1 milliard quand même 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Qu'on puisse saisir, une fois que les enquêtes vont aboutir, qu'on puisse ramener cet argent au trésor public pour dire voici les fruits des enquêtes, voici les fruits que nous venons de récolter par rapport à tout ce que nous avions mené comme lutte contre la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre ce que nous sommes en train de dénoncer. Qu'on nous ramène cet argent, les comptes de ces gens sont connus, des buildings qui sont en train d'être construits dans cette ville sont connus, qu'on arrive à saisir, qu'on mette ça en vente et que cet argent puisse être investi pour des actions sociales. Un point sur un peu évolué, vous avez la parole encore en 1 minute. Outre les mandataires, il y aurait des ministres en fonction et des ministres honoraires et de ces entreprises qui ne sont pas congolaises, mais des entreprises installées ici en RDC et de nos deux banques qu'on a citées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces entreprises, pour ces banques? Effectivement, je pense, comme je viens de le dire, il faut qu'on arrive, une fois que les responsabilités sont établies, une fois que les enquêtes sont menées et qu'on arrive effectivement à trouver qu'ils sont coupables, qu'on puisse trouver un mécanisme de pouvoir faire la compensation au peuple congolais, puisque c'est l'argent du contribuable congolais, c'est ton argent, c'est son argent, c'est une partie de mon argent parce que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dénoncer pour le moment, c'est ce fait de pouvoir puiser dans la caisse de l'État, c'est le fait de pouvoir faire échapper des millions de dollars aux actions sociales. Avant d'y arriver, nous avons vu à un moment donné des personnalités aussi qui ont été citées, je ne veux pas citer le nom par l'ONU qui était seulement suspecté. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Je ne veux pas citer le nom parce qu'il y a une personne qui n'est plus avec nous, que son âme repose à paix. Nous avons vu à l'époque, on avait parlé de Katumbama qui était cité dans une enquête de l'ONU à l'époque. Les gens ont démissionné. Nous voulons en même temps qu'on puisse, on est en train de dire cela, que ces gens puissent faire un geste déjà. Un peu d'élégance. Un peu d'élégance. On est mandataire. Quand on est cité, mais en retour,
également les services, je vais juste placer un petit mot, les services de renseignement qui sont toujours là pour pouvoir aider les pouvoirs, pour pouvoir aider les gouvernements. Voilà les dossiers qui doivent les intéresser. Nous ne pouvons pas comprendre que les services de renseignement puissent se mettre à la disposition de pouvoir arrêter des petites personnes déjà parce qu'il a une dette de quelqu'un, parce qu'il a une décharge, qu'on a arrêté un voisin, quelqu'un qui n'a rien à faire avec la politique, mais les services de renseignement, je l'ai dit et je les regarde dans les yeux, mes amis des services, voilà les dossiers sur lesquels vous devez vous plancher pour le moment. N'arrêtez pas les gens qui ont des dettes. Les interpellations fusent de partout. Albert Dieka, une action politique d'envergure signée Luzolo Bambi, peut-être une action politique, vous voulez vous racheter la MP. Vous avez peut-être beaucoup gaffé, vous vous dites, c'est le moment de se racheter, de faire voir à la population que ce n'est pas nous. Voilà ce qui pille. Si c'est l'AMP qui veut se racheter ou qui veut se donner cette punition-là, pourquoi alors les autres s'agitent? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire que ceux qui s'agitent font partie du réseau? Parce que la corruption fonctionne avec un vaste réseau. Alors, j'aimerais dire à Laurent Ouniemba et à mon co-débatteur de l'autre côté que... Monsieur Yves, non, Mayobo n'est pas la justice. Vous devez savoir aussi que la corruption est plus vieille que la République démocratique du Congo. Quand vous dites que c'est tardif, mais alors quel est l'âge de la corruption? Donc je suis d'accord avec mon ami de la société civile qui dit il n'est jamais tard pour mieux faire. Ceux qui s'agitent et qui ne veulent pas qu'on corrige le mal, c'est ceux qui souhaitent que nous persistions dans le mal. Monsieur Laurent Ouniemba, ne vous gênez pas. Moi je suis depuis la création de la DGM. Je connais comment la DGM était utilisée comme un service de renseignement et la dimension renseignement seulement. Renseignement pour les renseignements. Quand je vous dis aujourd'hui que sur fonds propres, la DGM a réussi à borner la République démocratique du Congo. Je fais référence aux infrastructures. C'est un débat à venir. Ce sont des actes. Quand je cite le gouverneur Mouniège, parce que c'est maintenant au Lualaba qui renferme 75% des potentialités de minerais du Katanga. C'est maintenant que Mouniège est en train de construire, je vous en prie, l'hôtel de ville de Lualaba. C'est maintenant que madame le maire de la ville de Kolwezi est en train d'implanter une politique de ramassage de déchets. C'est pourquoi j'ai dit par rapport aux autres illusions dont on nous a présentées, comme si c'est le Moïse qui pouvait amener le peuple katangais au ciel. Je vous dis, c'est maintenant que le vrai Moïse commence à naître. De quoi vous devez vous gêner? J'aimerais aussi vous dire que Mayobo n'est pas de justice. Je ne peux pas me répéter. Quand vous dites les évêques ont dit. Mais cette fois-ci, la différence c'est laquelle? La dénonciation peut venir d'une personne privée. La dénonciation peut venir de la police. Vous n'avez pas à reprocher aujourd'hui que nos noms soient définis par vous comme personnel privé du chef de l'État. Là, est-ce que vous avez eu un jugement de valeur sur les dénonciations que nous avons faites? C'est pourquoi, pour stopper avec ces dénonciations de type particulier ou quoi, nous avons fait quoi? Et le chef de l'État a fait quoi? Le chef de l'État n'est pas la justice, monsieur. On a dit, donnons au procureur général de la République, c'est le ministère public les plus excellents. À ce moment-là, le procureur général de la République n'appartient ni à la majorité, ni à l'opposition. Maintenant, il faut faire confiance. Le temps de la justice, ce n'est pas votre temps pour dire pourquoi maintenant, pourquoi pas hier, pourquoi pas après-demain. Mais par rapport à ce qu'il dénonce, oui, qu'on laisse le temps. Mais il y a eu un autre dossier avant ici, des gouverneurs cités. Bien même sûr. nous avons poursuivi des mandataires ici, en pleine capitale. Qu'avions-nous pas lu? Non, vous avez dit que les enquêtes, le temps de la justice n'est pas le temps de Laurent Ouniemba, n'est pas votre temps. Est-ce que vous ne voyez pas même aujourd'hui des procès sur les réseaux, les mafieux en Europe qui ont été par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi les gens voudraient-ils, au moment où ils sont présents, au moment où ils sont en train de débattre ici, que les affaires soient initiées et que les affaires soient conclues? Non, ça c'est du pessimisme qui consiste à jeter de l'opprobre sur l'image de la République démocratique du Congo. Ça consiste à créer le vide pour que les partenaires disent voilà comment les Congolais eux-mêmes définissent leur patrie. Maintenant qu'on a confié les dossiers au ministère public, je vous dis, vous êtes, vous tous les avocats, vous avez été fait, peut-être que demain, vous pourriez occuper les postes qu'occupe Luzolo aujourd'hui. Pourquoi vous ne devriez pas soutenir Luzolo pour dire non? Il a fait son travail, ça s'est arrêté, maintenant c'est le procureur général qui a le dossier, et exhorter les procureurs généraux pour que cette fois-ci, ça soit différent. Mais moi, je ne suis pas agité. La majorité, si la majorité savait que cela pourrait écraser toute la majorité, parce que vous ne voyez pas les corrupteurs, il n'y a que du côté de la majorité. Il n'y a aucun ancien mandataire qui a été de la majorité qui est maintenant dans l'opposition. Parce qu'à ce moment-là, quand on va citer votre nom, vous allez vous définir maintenant comme président de la majorité silencieuse. On me traque parce que j'ai fait un parti politique. Non. Donc c'est une fuite à l'avant. Non, oui, c'est une fuite dans l'avance. C'est une fuite. Aujourd'hui, si Laurent Ouniemba est cité, il va dire qu'il est à la tête parce qu'il est passé à Télé 50, il a annoncé que le mouvement qui est en tractation, mais il annonce déjà ici. Vous voyez comment l'anarchie procède aussi par ceux qui ont appris le droit. Il est encore en train de se consulter si c'est avec 2-3 personnes dans la cuisine.
Il vient annoncer ici, je suis en tête, je suis déjà président. Qui sait s'il sera élu même président de cette association qu'il est en train de projeter? C'est son association, c'est lui le président. Mais alors, si c'est lui qui crée, c'est lui qui est président, pourquoi alors nous irons alors encore faire quoi dans la majorité? La majorité silencieuse. On a fait Albert Dieka, vous parlez droit, comme vous êtes des avocats. Ne réagissons pas à tout. Parlons de la procédure. Des banques ont été citées, des grandes sociétés. Comment Luzolo a déjà fait son pas, déposé au ministère public, et la suite? Parce que je sens du côté d'Albert Dieka que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. De la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, il y aurait des dossiers. Et ça sera le cas aussi pour la RDC. Bon, j'aurais voulu aussi qu'Albert Dieka continue la réflexion en disant, comme le péché est aussi vieux que la nation, ou que le monde, qu'on arrête alors de dire qu'il n'y a plus de péché. C'est une réflexion qui ne tient pas debout. Juste une petite parenthèse avant de rentrer sur la question que vous me posez, parce que vous êtes rentré dans mon cerveau pour poser la question. S'il y a quelqu'un qui peut saluer le travail de Luzolo, eh bien c'est de notre côté, pas de ce côté-là, parce que vous êtes juge et parti. Je vais démontrer. Vous parlez en passant de la deuxième. Je ne vais pas focaliser mes attentions sur la deuxième. Je sais que je ne suis pas quelqu'un à qui on a mis le mot dans le cerveau. Vous dites que la deuxième a un fonds propre et elle construit des maisons. J'ai dit sur fonds propre. Attendez, sur fonds propre, c'est bien. Est-ce que la mission de la deuxième, Albert Dieka, c'est de construire des maisons? Est-ce que la mission de la deuxième, c'est de créer des fonds propres? Attendez, Albert Dieka, il ne faut pas vous agiter. L'élégance du débat veut que tu te calmes pendant que l'autre a la parole. La deuxième n'a pas la mission de construire des maisons. La mission de la deuxième est connue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan des gens qui rentrent et qui sortent sur le travail qui fait la deuxième? Des étrangers qui vivent sans papier au pays. S'il te plaît. Mais c'est pas ça le débat. Attendez. Restons dans le dossier Luzolo. Vous êtes en train de détourner ce débat. À la deuxième, il y a un directeur de cabinet du DG. Je vous oppose seulement ces moyens. Donnez-moi un texte qui donne au DG le pouvoir d'avoir un directeur de cabinet. Comment on est nommé, comment on est responsabilisé. Laissez ces choses-là, je suis documenté, vous n'allez pas vous en sortir. Je reviens à la question la plus importante. Mathieu, la justice, je le dis à travers la dit, je le cite, élève une nation. S'il y a quelqu'un qui peut saluer le travail de Luzolo, c'est nous autres. Mais ce que je vous ai dit sur le fait que Luzolo est un personnel privé, posez la question à tous les administrativistes, ils vous diront que j'ai raison. Il est un conseiller privé conseiller du chef de l'État. Alors, il y a eu une deuxième ordonnance du chef de l'État, lui ajoutant un autre pouvoir. Il peut arrêter, interpeller. Mathieu, est-ce que vous savez que l'ordonnance de Luzolo est à la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité? Parce qu'il n'y a pas une fourchette juridique qui sépare ces fonctions de fonctions du ministre de la Justice. Est-ce que vous ne savez pas ça? Je ne vais pas ici donner l'impression que je suis venu enseigner. Je voulais que nous soyons dans une dialectique dynamique et intellectuelle. Ce n'est pas ça le débat. Je dis ceci, Luzolo, s'il y a quelqu'un qui peut te saluer, c'est par nous qui sommes praticiens du droit et par nous qui défendons l'équité et la justice. Nous disons c'est bien beau et je l'ai salué en disant nous saluons le travail de Luzolo. Mais il ne faut pas confondre les éléments amenés par Luzolo devant les procureurs et l'ouverture d'une enquête, parce que nous avons dit qu'il y a deux éléments à prendre en compte. La dimension politique des noms qui sont cités et la suite, parce que ces gens-là ont des parapluies qui sont toujours des faucons de la majorité. C'est ce que nous disons. Combien de dossiers n'ont pas été plombés? C'est à ce titre que j'ai évoqué ici par devant ce plateau les rapports que nous avons, les différents rapports dans ce pays. Le débat ici devait être un débat simple si nous mettons d'accord sur les principes en disant la justice, oui, les procureurs poursuivent. Mais la suite, c'est quoi? Dans quelle psychologie se trouve le juge qui doit dire le droit? Il obéit à qui? Qu'a-t-il pour autorité? Au m'a écrit l'intime conviction du juge. Est-ce que dans ces pays, les juges ont l'intime conviction? C'est la question que nous nous posons. Quand vous avez étudié. Quelqu'un a écrit, attendez, étudier le droit, c'est différent de la conviction du juge. Quelqu'un a écrit que le juge devait avoir l'ingratitude. Et ça m'a dit, l'audace du juge. Toutes ces théories englobent ou gravitent autour de la corruption et de la politisation du juge. C'est comme ça que nous disons, nous faisons un constat sur la bonne foi, ou sur le travail traditionnel que fait Luzolo, comme procureur, comme conseil spécial chef de l'État, il a documenté. Encore qu'il faut que cette documentation-là converte le pays. Une question qui fait suite, Laurent, une question qui fait suite. Mouchagalou, ça l'a dit. Et si c'était un dossier politique?
Cette fois-ci, peut-être l'AMP, le pouvoir en place. Un principe d'intention est une violation de la liberté de penser, a dit quelqu'un. Tout ce qui est intangible n'est pas du droit, l'a dit Bochab. Il y a une dynamique qui plaide toujours en faveur de la vérité. Si c'est politique et que cette politique judiciaire profite à la nation, c'est une bonne chose. Et vous citez le cas de... C'est le début de cette procédure. On lui a dit que ton entourage vole tellement que ça ne fonctionne plus. Il a nommé un procureur spécial à qui on a confié l'opération Épervier. Il a commencé par traquer même le directeur du cabinet. Aujourd'hui, est-ce que Joseph Kabila est prêt à ce qu'on cite le nom de sa sœur, de son frère, de son directeur de cabinet, de son ministre? C'est ça la question. Parce que quand vous regardez le dossier de Louzo, mais c'est pas ce que Louzo le fait déjà. Les Indiens et le ministre Minifretin, il fallait qu'on trouve les noms, par exemple, les éléments qu'on nous a documentés ici par le Pandama Papers. Pourquoi on n'en parle pas? Des millions, attendez, Albert Deka, pourquoi vous vous agitez, vous me perdez la petite ligne? J'ai dit dénoncer, la dénonciation peut être faite même par vous. Oui, voilà. C'est une occasion peut-être de dénoncer. Parce que tu me coupes tellement, je te laisse la parole, mais je te pose une question à laquelle tu devras répondre. Quelle est la nature juridique de la lettre de Luzolo adressée au PGR? Pour que tu comprennes. Ça devient intéressant. Vous êtes professeur de droit public. Laurent. Mais quand je dis que c'est un dossier. Faisons la part des choses. Vous donnez cours de droit. Nous voulons que tous les éléments qu'on nous a présentés sur la corruption se trouvent dans ce dossier, dans ce rapport, pour nous permettre, nous qui regardons les choses en distance, de voir qu'il n'y a pas seulement que certaines figures qui sont visées, mais tout le monde est visé parce qu'il y a des éléments. Le procureur, quand il entend qu'il y a telle dénonciation, quand on est sérieux, on ouvre une enquête. Mais cette enquête peut aboutir sur un non-lieu. On nous a présenté le Panama Papers, des millions. Donc il y a même les individus dans ce pays qui peuvent dire à l'État congolais et aux fonctionnaires de ne pas travailler. Mais Panama Papers, c'est juste un rapport d'une organisation. N'importe qui peut le faire. Mais ça devait être un élément déclencheur d'une enquête. On est dans un pays sérieux. D'accord. Yves Mwekassa, il faut ramasser tout ceci, mais pour recadrer, c'est que parlez-nous de la procédure, de la durée de cette procédure, parce que le peuple congolais aimerait, aussitôt que Luzolo Bambi a déposé les dossiers auprès du procureur général de la République, que dans quelques jours, que ces gens soient interpellés. Vous, avec les droits, vous nous dites, ça peut aboutir à un non-lieu de la procédure. Oui, bon, je voudrais déjà dire une chose. Il ne s'agit pas d'un dossier. On l'appelle un dossier en prenant tous les différents dossiers de manière globale. Il y a plusieurs dossiers. Certains sont volumineux, d'autres sont très légers. Voilà. Donc, la durée qu'il faudra pour compulser ces dossiers n'est pas égale pour tous les dossiers. Mais déjà, je voudrais résister à quelque chose qu'a infusé mon contradicteur. Dieudonné Mouchagaloussa, la société civile. Non, Albert Dieka. Et en faisant croire que la justice doit nécessairement prendre beaucoup de temps. L'histoire récente renseigne que dans ce pays, lorsqu'il s'agit des opposants, lorsqu'il s'agit des jeunes, des mouvements citoyens qui réclament les élections, la justice n'est pas rapide, elle est expéditive. On a vu des jeunes être arrêtés aujourd'hui et présentés au juge le lendemain et être foutus à Makala le surlendemain. Mais quand il s'agit des hommes politiques, la justice devient lente. C'est là que mon ami personnel Laurent Onyemba a parlé d'une justice à deux vitesses. En fait, il y a deux mots qui gangrènent l'appareil judiciaire congolais. Il y a ce que moi j'appelle la judiciarisation du politique, mais aussi la politisation du judiciaire. Donc lorsque on déverse sur l'appareil judiciaire un substrat politique qui l'entache, cet appareil se met à rouiller et ne sait plus travailler comme il faut. Nous connaissons les pressions que subissent les magistrats à longueur de journée. Qui ne sait pas que dans ce pays, vous arrivez devant un magistrat, il vous dit tellement appelé, tel autrement appelé, tel autrement appelé. Et ces mêmes pressions qui sont posées sur les magistrats ordinaires le sont également sur les hauts magistrats qui doivent traiter ce genre de dossier. Et je tiens encore à souligner que cet argent, on a longuement parlé
de corruption, concussion et puis de blanchiment de capitaux. Il n'y a pas que le blanchiment de capitaux. Il y a une autre notion qu'on appelle le noircissement des capitaux, qui est en fait l'inverse du blanchiment. Le blanchiment voudrait que de l'argent d'origine néfaste, d'origine illégale, soit injecté dans les circuits légaux. Voilà. Mais le noircissement voudrait que ce soit la démarche contraire. Et ce qui se fait chez nous, de l'argent de l'État, de l'argent propre, et soutiré des caisses de l'État pour être infusé dans un circuit illégal. C'est ainsi que l'on retrouve certains partis politiques avec 1000 casquettes et qui ont été financés avec l'argent d'une entreprise privée. On retrouve certains partis politiques avec 4 millions de drapeaux et lorsque vous recherchez la source de financement de ces drapeaux, en fait c'est de l'argent de l'État. Donc c'est un processus qui a tellement gangréné le système que s'il faut creuser jusqu'au bout, eh bien, il faudra faire l'audit de certains partis politiques. Il y a des partis politiques qui roulent pignon sur rue ici, uniquement parce que ces partis politiques ont 2, 3, 4 mandataires, 2, 3, 4 ministres. Et l'argent que ces ministres sont censés avoir tiré des caisses de l'État servent en fait à financer illégalement l'activité de certains partis politiques. Donc nous nous retrouvons devant une pieuvre qui est en train d'étendre ses tentacules sur tous les secteurs de la vie nationale. C'est pourquoi je suis dubitatif devant l'aboutissement de ce processus. C'est l'Ouzolo ou le système? Non, c'est le système. L'Ouzolo aujourd'hui est en train de tenir tête à un système qui a pris racine. Je vous rappelle que l'Ouzolo était ministre de la Justice dans ce pays, l'un des meilleurs ministres de la Justice que nous avons connu pendant les dernières années. Un très bon ministre de la Justice, mais il a été mis dehors. Et après lui, qu'est devenue la justice? Je ne pense pas que la justice a fait un pas en avant après l'Ouzolo Bambi. Au contraire, nous avons eu des décades et des reculades après que l'Ouzolo Bambi soit parti. Donc aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de tenir tête à une, permettez-moi le mot mafia, mais à un système qui s'est enraciné. Nous connaissons, comme l'a dit mon frère Mouchagaloussa, nous connaissons les résidences des immeubles qui sont construits en 2, 3, 4, 5 jours à travers la ville. Et nous savons que tel immeuble appartient à tel. Et nous savons également que les salaires que perçoivent ces gens en qualité de ministres, en qualité de députés, en qualité de mandataires ne permettent pas de construire ces genres d'immeubles. Donc c'est ça justement, ce blanchiment des capitaux. On doit se mettre à rechercher l'eau. On n'a pas besoin d'aller trop loin. On identifie les biens et on identifie l'argent qui a financé ces biens. On saura exactement qui a doté de l'argent de l'État. Donc il ne faudrait pas nous donner alors une enquête de porte à porte. Non, il ne faudra pas. Il ne faudra pas. Non, c'est le travail de la justice. Voilà. Il ne faudra surtout pas que nos amis de la majorité, qui nous ont habitués à de la poudre aux yeux, comme on l'a connu avec tout ce qu'il y a eu comme affaire, ils vont créer ce dossier pour nous distraire pendant peut-être 3-4 semaines, et au bout du compte, on dirait que la justice prend du temps. Si la justice prend du temps pour ces dossiers, eh bien finalement, il faudrait aussi que demain, la justice prenne du temps lorsque vous allez arrêter les protestataires. Parce que lorsque dans un pays, il y a plus de protestataires en prison que de détourneurs, ce pays va mal. Le Congo est malade, et sa maladie, c'est sa classe politique. En tout cas, et maintenant on va conclure. Des têtes doivent tomber ou des organisations, des plateformes doivent tomber. Chacun donne sa conclusion, 1 minute 30. Vraiment, la précision, c'est la Constitution. Précision. Oui, je pense personnellement, je suis un artisan et je suis militant pour que les têtes tombent. Parce que nous, au niveau de la société civile, nous n'allons pas entrer dans les débats de l'opposition, de la majorité. Ce qui nous intéresse, c'est 3 éléments. Le premier élément, il faut que la justice prouve maintenant que réellement elle est indépendante. Par rapport à la durée, par rapport au temps, mais aussi par rapport aux griefs qui sont mis à charge de ces personnes-là. Donc nous aimerions que la justice vraiment puisse faire son travail en toute indépendance, mais que la justice puisse éclairer l'opinion pour dire non, tel est coupable effectivement. À ce moment-là, nous allons prendre des conséquences par rapport à ce qui va être décidé vis-à-vis du comportement que la population va afficher et de la composante politique, la famille politique de ces gens, mais aussi vis-à-vis des personnes concernées elles-mêmes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous aimerions quand même, et puis nous devons saluer, il faut le dire, le courage de l'Ouzolo Bambi dans le contexte actuel, qui arrive quand même à toucher sur certaines personnes considérées comme des intouchables dans la majorité et qui sont en fonction des ministres, mais aussi des sociétés qui sont bel et bien connues, mais aussi des entreprises. Nous devons saluer quand même ce courage et nous pensons qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, mais aussi cette volonté de lutter contre tous ces mots que nous sommes en train de dénoncer au niveau de la société. Troisième élément, j'y reviens, nous aimerions que la majorité se prononce en tant que famille politique sur ces personnes-là. Il y va de leur crédibilité. Nous aimerions vraiment que la majorité puisse se prononcer par rapport à ça, mais également nous aimerions dire que nous pensons que le président de la République n'a pas créé cette institution pour qu'elle se limite seulement à produire des rapports, à produire des accusations, à faire ceci, cela. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et nous aimerions vraiment que les personnes citées puissent être considérées comme telles.
Très bien comme conclusion. L'audace du conseil spécial du chef de l'État, des têtes ou des organisations doivent tomber. Je pars avec un sentiment vraiment gêné de me trouver devant les hommes de droit, mais qui confondent déjà, parce que ce sont eux qui nous apprennent ce qu'on appelle les flagrances de ce qui ne l'est pas. On cite des cas où on arrête quelqu'un en train de voler et qu'on amène à la justice, donc ça, ce n'est pas la flagrance. C'est dommage que ce cas de flagrance soit évoqué ici, dans le dossier, peut-être certains dossiers datent de 5 et 10 ans. Est-ce que c'est sur ça que vous voudrez que la justice aujourd'hui applique la flagrance? Laurent Nyemba, moi je connais, je suis un réserviste de la République. Je connais comment fonctionne le Mossad, même si le Mossad, quand ils vont vous présenter les textes aujourd'hui, c'est peut-être un texte organigramme qu'ils vont vous présenter aujourd'hui, c'est l'organigramme qui fonctionnait dans les années 30. Tous les services de renseignement. Il faut faire attention quand vous parlez de la DGN, quand vous parlez de la NER, dit tel est directeur de cabinet. Ce sont des services tellement cloisonnés que peut-être celui que vous considérez comme la sentinelle, c'est lui qui a le plein pouvoir. Donc ça, je ne peux pas faire de débat avec vous sur ça. Ne livrez pas tous les secrets. Vous devez savoir ici que le réseau mafieux, les corrupteurs, les corrompus, ils ont toujours des moyens de pression. Sous tous les cieux, même aux États-Unis, ils résistent. Ils ont l'argent pour corrompre. Ce qu'il faut ici soutenir, c'est qu'il faut soutenir notre procureur général de la République. Il faut résister à la pression. La pression, même ça, quand vous concluez, une affaire que vous croyez être petite, mais vous avez toujours des pressions. Même un coulouna qu'on arrête, il y a toujours les membres des familles qui sortent pour dire, vous proposez peut-être des prébords. La pression a toujours existé sur tous les cieux. C'est pour cela que j'ai fait appel à vous, parce que je vous vois aussi prester comme des avocats. Êtes-vous capable, vous là, êtes-vous capable, dans votre doute là, êtes-vous capable de résister à la pression? Si vous n'êtes pas capable de cette pression, c'est à cause de cela que vous êtes dubitatif. Et vous avez la protection que le procureur ne va pas résister à la pression. Je n'ai pas dit que le procureur doit prendre tout le temps qu'il veut. C'est parce que vous nous soumettez à un jugement pour dire, comme on a déposé ceci, 48 heures, 72 heures, il faut que ceci. Vous venez de faire allusion ici que ce n'est pas un seul dossier, qu'il y a des dossiers qui sont costauds. J'ai dit, remettons-nous à la volonté du ministère public de la République démocratique du Congo. D'accord, Albert. De citoyenneté. D'abord, Albert. D'accord, Albert. Justice avant qu'elle soit à l'œuvre. D'accord, Albert. C'est le moment de soutenir le procureur, le ministère public. Mathieu, je vous remercie énormément. Albert Dieka ne me contredira jamais à la fin, qu'à la deuxième, il n'existe pas un directeur du cabinet, le tout-puissant qui prend toutes les mesures. Non. Ça, ce n'est pas un débat. Je dis, je suis prêt pour un débat contradictoire, je suis très documenté. Vous parlez du courage des juges. Mais si vous opposez le courage à ce qu'on vous oppose, allez, nous avons une jurisprudence. Où est le juge de Lubumbashi? Il est chez lui à la maison, il est braqué. Aujourd'hui, il est croupit sur un lit en Afrique du Sud. Attendez, Albert Dieka. Pas dire de bêtises, pas qu'on peut aussi t'interpeller. On conclut, on n'a plus de temps. Quand toi tu parlais, je n'apprenais pas la parole. Vous évoquez un seul état et je connais pourquoi vous défendez cela. L'élégance, s'il vous plaît. Non, cette élégance n'est pas... Alors dites pourquoi vous défendez alors. S'il y a 4 juges et qu'il y a un seul juge qui s'abstient, mais le jugement est tout à fait légal. Vous avez fini? J'ai fini. Merci beaucoup Albert Dieka. Il faut conclure. Je disais que le courage du juge a un résultat. Un juge à Lubumbashi a vu arroser des balles et Dieu seul sait s'il va survivre. Vous parlez de faire la justice comme si vous êtes pratiquant de la justice. Dans un pays où les porte-étendards, les gardiens de la Constitution n'ont plus de sens. Je vous oppose un moyen. La Cour constitutionnelle, pour terminer. Même si vous êtes en libéral comme avocat. S'il vous plaît, Albert. Laurent Nyemba. Même si vous êtes en libéral comme avocat, vous êtes dans le système. Quand tu vas m'accorder la parole, Non, on y va. On y va. Vous avez la parole. Mathieu, mais tu dois me protéger. Vous avez la parole. Merci. Je dis ceci. Dans un pays où les juges constitutionnels réhabilitent un gouverneur, 2 heures après, le secrétaire général du parti présidentiel prend un document pour dire que nous lui retirons confiance. Il veut prendre son avion. Le ministre de l'Intérieur dit tu ne montes pas dans l'avion. Vous me dites qu'il y a la justice. S'il vous plaît, Albert, calmez-vous. Je termine en disant, je salue le travail de Luzolo. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est comme un serpent qui est autour de l'œuf. Il n'a jamais mordre. Parce qu'en bas, il y a le trafic d'influence. Il y a la concussion
il y a le clanisme qui impose, qui plombe la justice. Mais tant que nous n'aurons pas la justice, ceux qui seront en rapport de force demain vont nous imposer la loi de la force. Ça, d'accord. La force de la loi. Donnons-lui l'occasion, en quelques secondes, Yves Mwekassa, en conclusion. Mais quand même, on salue le courage et du conseiller du chef de l'État et encourageons le ministère public. Nous saluons le courage, effectivement, de Luzolo Bambi, tout en espérant que sa tête ne sera pas coupée à cause de cette audace. Il ne va pas tomber. Oui, tout en espérant qu'il va rester à son poste. Mais nous disons qu'il faut ouvrir les yeux. Parfois, j'ai l'impression, en étant face avec nos amis de la majorité, qu'ils ne vivent pas dans le même pays. Qui ne sait pas que dans ce pays, dès que vous êtes nommé ministre, il y a des Libanais qui viennent vous donner un pactole? Qui ne sait pas que dans ce pays, il y a même des ministres qui sont dans des salles d'attente, des salons d'attente, des cabinets des Libanais ici en ville. C'est mon ami Mwakassa qui parle. Vous devenez Premier ministre, vous n'avez pas fait la déclaration de biens, vous achetez un immeuble. Est-ce que vous pouvez justifier ça dans un pays au monde? Vous devenez Premier ministre, vous achetez un immeuble avant de faire la déclaration de biens? C'est une question que je vous pose. Vous pouvez continuer, mon ami. Donc, on conclut, 30 secondes, c'est fini. Cette réalité est connue de tous. Dire qu'on ne connaît pas cette réalité, c'est faire simplement du théâtre. Nous espérons, je pense que tout Congolais, de quelque bord qu'il soit, veut que ce pays se redresse, veut que le Congo retrouve sa normalité. Donc nous espérons que cette enquête va aboutir, parce que les noms qui ont été cités, notamment les quelques Libanais qui ont été cités, ont des réseaux terribles. On le sait parce que dans ce pays, on a vu des gens, des pauvres Congolais, faire des marchés avec l'État. 15 ans, on ne paye pas dette intérieure, mais quand ce sont ces Libanais-là, ce sont des millions qui sortent tous les jours. Donc, on espère la justice doit faire son travail. Non, que la justice ne fasse pas son travail à la manière des Congolais. Parce que quand on dit chez nous, la justice va faire son travail, moi j'ai peur. La vraie justice. La vraie justice. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Dieudonné Mouchagaloussa, vous êtes de la société civile. Merci à vous, Yves Mwekassa. Vous êtes acteur politique indépendant, avocat également. Albert Dieka, cadre de la CCI. C'est grand parti au sein de la majorité présidentielle. Merci à vous, Laurent Onyemba, en route vers le professorat, acteur politique indépendant. Président de la majorité, chercheur, président de la majorité, c'est la saison. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup à Dieudonné Maksunda, Ogiou Sonsé, Thierry Chabani, Doudou Kazadi de nous avoir assistés. Merci à vous qui êtes des milliers en train de nous soutenir. Merci pour vos remarques, critiques et suggestions. Très bonne continuation.